C'est l'heure de notre, je vous demande de rester encore 3 secondes, de notre second débat autour d'une menace réapparue évidemment avec le conflit en Ukraine. La menace d'une guerre nucléaire. Vladimir Poutine, ses lieutenants, certains de ses alliés l'agrandissent régulièrement. D'autres pays comme l'Iran ou la Corée du Nord veulent eux aussi leurs bombes. Sommes-nous entrés dans le 3e âge nucléaire? Avant d'entendre l'avis de nos experts, rappel de la stratégie du président russe avec Flora Sauvage. Quelle est la part de bluff quand Vladimir Poutine brandit l'arme nucléaire? Après la destruction du pont de Crimée, le président russe a menacé de répliquer. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères. Et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées à la Fédération de Russie. Personne ne doit en avoir le moindre doute. Si en cas d'attaque, Emmanuel Macron exclut une riposte nucléaire, le chef de la diplomatie européenne a mis en garde Vladimir Poutine. Poutine dit qu'il ne bluffe pas. Eh bien, il ne peut pas se permettre de bluffer. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse. Pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. À la question de savoir ce que ferait l'OTAN si la Russie utilisait une arme nucléaire, le secrétaire général de l'organisation a affirmé que même l'utilisation d'une arme nucléaire de moindre envergure changerait fondamentalement la donne. La rhétorique nucléaire du président Poutine est dangereuse et irresponsable. Nous prenons cette menace au sérieux et nous restons vigilants. Nous ne nous laisserons pas intimider. S'il n'existe aucun signe de préparatif d'attaque nucléaire de la part de la Russie, l'OTAN mène depuis hier son exercice annuel de dissuasion nucléaire. 14 États membres et une soixantaine d'avions participent à cet entraînement qui se déroulera jusqu'au 30 octobre. Et je vous présente tout de suite mes invités. Christine Dugouin-Clément, bonsoir, bienvenue. Vous êtes chercheuse associée à la chaire risque de l'Institut d'administration des entreprises Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse au centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vient de paraître votre livre, alors c'est une BD, Géostratégique, la géopolitique mondiale de 45 à nos jours, avec le dessinateur Tommy aux éditions Duno Graphique. Le colonel Père de Jong, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, Institut de management pour la sécurité internationale, ancien aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Vous portiez la fameuse valise, la sacoche nucléaire. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. On va démarrer juste après ce sujet sur la menace nucléaire russe. Christine Dugouin-Clément. Comment il faut la recevoir? C'est vrai que peut-être qu'on aime jouer avec cette peur. Est-ce qu'elle est effectivement plus importante aujourd'hui qu'au tout début du conflit en Ukraine? À partir du moment où vous parlez de dissuasion nucléaire, eh bien, dans l'intitulé même, vous avez la nécessité déjà de laisser votre interlocuteur dans le flou. Ça fait partie de votre dissuasion, c'est-à-dire que comme vous ne savez pas exactement quel est le niveau qui fait que vous allez risquer une frappe, ni quelle sera potentiellement la nature de la frappe au cas particulier, eh bien, vous rentrez dans ce jeu de dissuasion. Pour avoir une dissuasion, il faut qu'il y ait une crédibilité, et c'est quelque chose avec lequel la Russie joue, ne serait-ce que dans son discours diplomatique, mais de longue date. Rappelons-nous quand les Iskander ont été déployés dans l'exclave de Kaliningrad, par exemple, avec une capacité d'emport, on était déjà dans une approche de dissuasion avec quelque part une démonstration expressive, si vous me permettez cette expression-là. Il y a eu aussi... Donc il n'y a pas de changement majeur pour vous là depuis, alors, ce qu'il y a, si vous voulez, il y a une utilisation dans la rhétorique d'une mise en avant qui est extrêmement fréquente. Même quand on n'est pas dans des périodes de conflit comme on l'a, ne serait-ce que quand on est dans des périodes de tension, d'une mise en avant de la capacité tactique et stratégique russe, militaire russe. Rappelons-nous aussi que en mars 2015, dans un documentaire qui était passé à la télévision, le président Poutine avait expliqué que, eh bien, justement, lors de l'annexion de la Crimée, ils avaient mis en alerte les frappes et qu'ils étaient prêts à taper. Donc, on a tout ce principe-là. Là, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a eu une mise en alerte qui a été très rapide, à la fin du mois de février, alors que l'invasion avait démarré au 24, et que on est justement dans cette espèce de principe de dissuasion que l'on met en avant de manière systémique pour les raisons qu'on comprend. Pascal Boniface, pourquoi, alors c'est horrible d'essayer de se projeter, mais pourquoi Vladimir Poutine pourrait-il franchir cette ligne rouge?
Il pourrait le franchir. Il y a 2 types de déclarations chez les Russes. Il y a ceux qui sont vraiment en charge du nucléaire et ils disent que la dissuasion doit protéger les intérêts existentiels du pays. Ce qui est d'ailleurs une doctrine commune à l'ensemble des pays qui ont l'arme nucléaire. Et puis il y a Kadyrov, il y a les commentateurs qui disent il faut frapper, il faut se servir. Mais eux, ils n'ont pas le doigt sur le bouton pour prendre une expression qui est à la fois fausse et imagée. Donc il faut bien distinguer ceux qui commentent et ceux qui agissent et ils n'ont pas la même idée. Alors pourquoi la Russie serait éventuellement, potentiellement en état ou en contrainte d'utiliser l'arme nucléaire? Si elle perd tout, s'ils pensent que c'est la débandade et pour renverser la bataille, une bataille qui serait une guerre qui serait perdue. Mais même ça, je doute qu'ils le fassent en cas de débandade parce que là, ils perdraient les derniers contacts qu'ils ont avec les pays. Il y a des pays qui n'ont pas coupé les ponts avec la Russie, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et si ce tabou nucléaire était franchi, eh bien, les pays qui ont encore des relations avec la Russie ne pourraient pas en avoir. Donc, même si quelqu'un dans le pouvoir russe était tenté pour le faire, Poutine par exemple, comme il ne prend pas seul la décision, d'autres, je pense, le freineraient en disant... Là, c'est pas seulement le régime qui est en cause, c'est le pays, et on ne peut pas prendre ce risque. Colonel Pierre de Jong, quand on est dans cette situation, alors il y a l'analyse, et puis il y a comment la France réagit. C'est-à-dire, est-ce qu'on hausse notre niveau de vigilance, ou est-ce que finalement on est dans une continuité ? En fait, la guerre, cette menace, j'ai bien compris, la guerre en Ukraine, il y a eu 3 phases. La première phase qui était extrêmement déclarative. On peut même considérer que Poutine gesticulait. Vous savez, dans toute guerre, il y a une forme de gesticulation. Tant qu'on est dans la gesticulation, ça paraît acceptable. Et à l'époque, déjà, je vous rappelle qu'on a 4 sous-marins nucléaires d'engin. Il y en avait 3 qui avaient été mis à la mer. C'était le maximum du maximum. Le 4e étant en réparation. C'est systématique. Oui, il y en a toujours un qui est en maintenance. Pardon. Vous voulez dire avant le 24 février quand vous parlez des Non, après, juste après. Quand les menaces ont été assez raides, c'était un peu... Vous vous rappelez, M. Le Drian avait dit qu'on avait l'armement nucléaire, tout le monde avait dit gelé, on avait tous. Et donc, on a mis 3 sous-marins à la mer, ce qui est en fait énorme. Je pense que là, on a vraiment... on a vidé les soutes, comme on dit. Après, on est revenu à un truc plus raisonnable, sachant qu'aujourd'hui, il y a entre 1 et 2 sous-marins qui sont à la mer. Donc, c'est le maximum qu'on puisse faire, parce que l'autre vecteur est un vecteur aérien qui se met en l'air que s'il y a une menace extrêmement précise. Le problème là-dedans, c'est l'appréciation de la menace. C'est toujours la même chose. C'est qu'entre la gesticulation, il y a eu 3 phases, en fait. Première phase, on gesticulait, il y avait une espèce d'opération qui frisait l'opération de communication, où en fait Poutine a très clairement cru qu'il allait rentrer à Kiev quasiment en quelques jours, et on n'en parlerait plus, l'affaire serait réglée. On faisait partir Zelensky, qui repartait avec sa famille et ses gosses, et puis on mettait quelqu'un d'autre qui était pro-russe, et l'affaire était réglée. Ça n'a pas fonctionné. Pourtant, il utilisait déjà la menace nucléaire à ce moment-là. Deuxième phase, on est dans un combat d'infanterie pur et dur, c'est les tranchées, c'est tous les combats qui ont eu lieu dans l'Est, où il n'a pas pu déboucher sur les en mer Noire, il est resté sur des combats terrestres, où là, il a pu apprécier, entre guillemets, la montée en puissance, la montée en gamme de l'armée ukrainienne, qui a été dotée de matériel les plus performants de l'armée américaine, indéniablement, où là, il a senti quand même le souffle du boulet, parce qu'il ne peut pas contrôler la technologie américaine, si vous voulez, appliquer à son armée, qui est une armée extrêmement rustique, rudimentaire, même si elle est assez massive, si vous voulez, ça commence à changer, et ça a modifié le rapport de force. Et là, il a parlé assez peu de nucléaire, en fait, de la deuxième phase. Et troisième phase, il est dans le nucléaire. Et ça, c'est l'ultima ratio. Et le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il est doté, on va dire, de 6000 têtes nucléaires. En fait, on n'en sait trop rien. On va dire autour des 6000 têtes. Donc, c'est un des principaux mondiaux. Premier point. Puis le deuxième point, la question est, premier point, est-ce qu'il y a une menace? Oui. Est-ce qu'il peut l'utiliser? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et moi, quand un type, entre guillemets, est à X milliers de kilomètres et qui me dit qu'il a l'armement nucléaire et qu'il joue avec les boutons, ben, ça m'interpelle. Donc, on est obligé... À minima. Voilà, minima. Voilà. Il y a un petit travail à faire en disant qu'est-ce qu'on fait. Et ça, on ne peut pas l'écarter d'emblée. Ouais. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle de cette terminologie-là qu'on entend depuis plusieurs semaines, les armes nucléaires tactiques. Et je vais faire référence à Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu au moins 340 000 morts. D'abord lors des explosions, puis ça c'est le bilan à 5 ans, mais en fait on n'aura sans doute jamais un bilan précis de ce que représentent ces 2 bombes nucléaires, les 2 seules évidemment de l'histoire. Armes nucléaires tactiques, est-ce que c'est la même puissance? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre, Pascal. Les armes nucléaires tactiques sont des armes à courte portée, ce sont des armes de combat, des armes de bataille pour gagner la guerre, pas pour l'empêcher. Les armes stratégiques sont normalement faites pour empêcher la guerre, puisque après Hiroshima et Nagasaki, on a
conceptualiser la dissuasion. Mais là, c'est quelle puissance une arme nucléaire tactique? C'est plusieurs kilotonnes, donc elle peut d'ailleurs avoir une puissance comparable à Hiroshima. Mais ce qui compte, c'est la portée. Donc on est là, c'est pas une arme qui peut atteindre le territoire des pays européens. Ce serait une arme qui serait lancée sur le champ de bataille. La France avait ce type d'arme, elle y a renoncé en disant que c'était contraire à sa doctrine. Puisque pour les Français, il faut l'arme nucléaire n'est pas là pour gagner la guerre, mais pour l'empêcher. On avait des armes nucléaires tactiques, ce qui posait un peu les problèmes avec les Allemands, qui disaient c'est bien joli, vous dites que vous allez vous protéger avec ces armes, mais elles vont tomber chez nous, donc ça nous protège pas beaucoup. Mais en fait, tactique ou stratégique, le nucléaire, c'est le nucléaire. Et si la Russie utilisait une arme nucléaire, fût-elle tactique, de plus faible puissance, quoique quand même, ça ferait des dizaines de milliers de morts. C'est l'équivalent d'Hiroshima, c'est voilà. Et surtout, c'est que le tabou absolu, que à travers toutes les crises qui, de la guerre froide à la fin de la guerre froide, se sont succédées, l'arme nucléaire a été brandie plusieurs fois. Rappelez-vous Cuba, rappelez-vous la guerre de Corée, 73. Il y a eu de multiples exemples où on a un peu eu peur, enfin Cuba étant l'exemple le plus typique. Mais jamais ce tabou nucléaire n'a été brisé depuis 1945. Et donc là, la Russie, qui est déjà hors la loi, se mettrait hors société internationale si elle utilisait l'arme nucléaire. Colonel De Jong. Puisque vous voulez une échelle de valeur, parce que c'est toujours intéressant. D'abord, le tactique, on l'a plus, on n'en parle plus. En France, on n'en a pas. On n'en a plus depuis Jacques Chirac. Le deuxième point, c'est que on l'a plus donc, pour toute une série de raisons. Le deuxième point, c'est une arme de non-emploi. Pas du nucléaire comme une arme, c'est absurde, mais ça n'a aucun sens. Depuis 1945, on a décidé que c'était une arme de non-emploi, une arme de dissuasion. Et le troisième point, pour entrer dans votre échelle de valeur, c'est un sous-marin nucléaire, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, gros sous-marin français qu'on a, on en a 4. Il y a 4 silos à l'intérieur. Chaque silo, c'est un missile. Donc, vous avez 16 missiles. Et chaque missile, globalement, il est mirvé. C'est-à-dire, en fait, il y a 10 têtes à l'intérieur. Et chaque tête, c'est un Hiroshima. Donc faites le total, 16 fois 10 fois Hiroshima. Donc vous avez après le total de la puissance d'un seul sous-marin nucléaire. C'est passionnant ce que vous nous dites l'un et l'autre, parce qu'effectivement, Christine Gouin-Clément, c'est une arme de non-emploi. Sauf que là, dans la rhétorique, je reviens à la rhétorique, on a l'impression depuis quelques semaines que on imagine ou on émet l'hypothèse de son emploi lors de ce conflit en Ukraine. Alors, c'est là-dessus que la Russie joue beaucoup, c'est sur l'ambiguïté de l'usage. C'est-à-dire que nous, effectivement, c'est une arme de non-emploi qu'on n'utiliserait qu'en riposte et qu'en ultime recours, dans le cas où les intérêts vitaux de la nation qui restent en règle générale volontairement flous, comme on le disait, l'ambiguïté fait partie de l'enjeu, et qui ne serait utilisé qu'à ce moment-là. Sauf qu'on peut imaginer qu'on aurait une utilisation du nucléaire dans un esprit d'ultime avertissement, c'est-à-dire de dissuasion, de frappe dissuasive, où là on serait plus sur la même type d'emploi, et ça pose aussi la deuxième question, c'est-à-dire la capacité d'usage qui ne soit pas une réaction ou une réaction à une attaque militaire, mais potentiellement à une perception. Et c'est là où justement, et c'est encore une fois, c'est tout l'intérêt des doctrines de dissuasion, c'est de pouvoir jouer sur cette espèce d'élément de flou et d'ambiguïté, quant à l'usage, quant à la nature de ce que vous allez, pouvoir en faire. Alors justement, ça vous m'offrez la transition pour écouter un extrait de la déclaration du président de la République. C'était la semaine dernière sur France 2. Il a rappelé quels étaient les principes de notre doctrine nucléaire. On l'écoute. La France a une doctrine nucléaire, je le disais. Et notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Par contre... Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire conventionnelle. D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis. Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Mathieu, cette réponse, elle a surpris. Ah oui, elle a surpris à plus d'un titre, à la fois les Français et les experts. D'abord parce qu'il est très rare qu'un chef de l'État et donc chef des armées s'exprime sur ce sujet. La dernière fois qu'il avait parlé de la doctrine nucléaire, ça remonte à 2 ans, lors d'un discours prononcé dans les stagiaires de l'école de guerre. Et comme le disait Christine Gouin-Clément, en matière de dissuasion, un certain flou, une certaine ambiguïté sont quasiment aussi importantes que l'arme elle-même. La deuxième chose qui a surpris, c'est la notion d'intérêts fondamentaux qu'on a entendu dans l'extrait, qui est avancée par le
chef de l'État, parce que traditionnellement, dans le nucléaire, on parle plutôt d'intérêts vitaux. Alors on s'est interrogé, quels sont-ils de toute façon ces intérêts vitaux? Eh ben, ils sont précisés nulle part, il appartient au président d'en décider, ça fait partie de ce flou et de cette ambiguïté dont je parlais. Alors que la notion d'intérêts fondamentaux de la nation, pour le coup, elle existe. Elle est beaucoup plus précise, elle est même définie par l'article 410 relatif aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique dans le code pénal. Et ça dit quoi? Les intérêts fondamentaux de la nation, c'est l'indépendance, l'intégrité du territoire, la sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de la population à l'étranger et en France, de l'équilibre de son milieu naturel, de son environnement, des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, et même de son patrimoine culturel. Donc là, si c'est ça qui devient la doctrine de dissuasion française, vous voyez que la liste est beaucoup plus précise et qu'on n'est plus dans le flou et dans cette ambiguïté. D'un seul coup, c'est très détaillé. Ce qui a surpris aussi, c'est le fond de la réponse d'Emmanuel Macron sur donc cette riposte en cas de tir nucléaire sur le territoire ukrainien. Oui, parce que là encore, il n'est pas dans l'usage dans la dissuasion nucléaire d'abattre son jeu avant même de connaître les cartes que compte jouer son adversaire. Dire nous ne riposterons pas d'emblée, alors ça rassure peut-être les Français, mais ça peut aussi résonner comme un laisser-faire pour une autre partie de l'opinion. Par ailleurs, lors du discours devant l'école de guerre auquel je faisais allusion tout à l'heure, le président avait une petite phrase qui n'avait pas échappé aux spécialistes, c'était « Soyons clairs, les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne ». Dès lors, on peut se demander, est-ce qu'une frappe nucléaire en Ukraine revêtirait ou non une dimension européenne? Beaucoup d'experts expliquent qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'étant ni membre de l'Union européenne ni de l'OTAN, il n'y a pas de changement de doctrine. Tout au plus peut-être une maladresse ou un mot pour un autre employé par le chef de l'État. L'Élysée, en tout cas, on se refuse à commenter ou à préciser les propos du président en la matière. C'est le retour à une forme d'ambiguïté. On sort, on le sait, qu'à son détriment. Cette fameuse ambiguïté. Colonel de Jong, est-ce que le président est resté dans les clous de la doctrine nucléaire française, d'après vous, avec cette déclaration ? C'est une très bonne question. On peut se la poser. Moi, je pense qu'il a essayé de clarifier les choses pour essayer de rassurer la population française, simplement, parce que le truc du nucléaire, c'est un vrai sujet. Donc, je pense qu'il y a une vraie inquiétude. Il voulait jouer son rôle de père de la nation et de dire que c'était, en fait, assez simple. Il a voulu clarifier la situation. En fait, c'est presque plus une réponse politique que militaire. Sortir de l'ambiguïté. Je pense qu'il n'a pas voulu. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Il a rassuré. Et je pense, dans les mots qu'il a utilisés, fondamentaux, il a voulu dire vitaux. Honnêtement, je pense vraiment, il n'a pas pensé fondamentaux. Oui, un truc comme ça. Parce qu'il n'a pas pensé que ça voulait dire que, encore que, on peut se poser la question. Mais je pense qu'il était un petit peu rapide sur le sujet. Le problème de fond, c'est que la dissuasion nucléaire, c'est un dogme. C'est pas seulement une doctrine, c'est un dogme. C'est quelque chose qui a été construit, qui a construit la paix en Europe depuis 1945. Donc c'est une espèce de truc extrêmement structuré qu'on peut pas comme ça. C'est pas le café du commerce. On peut pas en parler comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors pas seulement le chef de l'État, mais il y a une espèce de discussion, une espèce de happening généralisé en France où tout le monde a son avis sur la question, bien évidemment. Oui, donc ça s'est posé la question. Est-ce qu'on y participe finalement en organisant un débat comme celui-là? Oui, alors que c'est un dogme qui est immuable, parce que le problème, c'est que ce dogme fonctionne que lorsqu'il est justement, il y a des critères de suffisance, etc., mais surtout par le secret, par l'ambiguïté, par le fait qu'on va susciter l'angoisse chez l'ennemi potentiel. Si on raconte tout de suite en permanence, le système ne fonctionne pas. Et le dogme fondé là-dessus. Après, c'est de la doctrine, c'est de la vaisselle, comme on dit, c'est des petits trucs. Mais le problème, le dogme, on ne peut pas le changer. Et là, on sent que le dogme peut être altéré. Oui, alors c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la banalisation des propos ou des théories autour de l'usage du nucléaire. Non, là, c'est la guerre, donc on reparle du nucléaire. C'est normal qu'en période de guerre, on parle plus du nucléaire qui est censé l'empêcher ou qui est le dernier recours. Et dans la mesure où il y a un débat... Pas qu'on est pardon de vous interrompre, qu'on est dans une sorte de glissement qui est pour l'instant rhétorique, mais qui pourrait finir par devenir... Non, ni l'un ni l'autre. Non. C'est que il faut répondre aux inquiétudes du public. À partir du moment où, pour nous inquiéter, en Russie, certains agitent la menace nucléaire, il est normal que le public s'inquiète. Enfin, on a tous des retours de nos voisins, des gens que l'on connaît et qui se disent, voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est le rôle du président de calmer le jeu et de rassurer la nation. Par contre, ce qui n'est pas son rôle, c'est de dire à l'avance ce qu'il va faire ou pas faire. Puisque la dissuasion, c'est justement ne pas dire à l'avance ce que l'on va faire ou pas faire. Donc il y a une petite erreur de répondre à la question sur en cas de frappe en Ukraine. À la fois, il ne fait que rappeler une évidence. L'Ukraine ne fait pas partie des intérêts vitaux de la France. On ne va pas utiliser l'arme nucléaire pour des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Il n'y a même pas de certitude qu'on le fasse pour des pays membres de l'Union européenne. C'est le territoire national, le sanctuaire et les intérêts vitaux. Les intérêts vitaux, ça peut être l'Allemagne, ça peut être la Belgique, ça peut être des alliés, pas l'Ukraine. Mais il ne faut pas le dire.
De même que Biden a tellement répété que quoi qu'il se passe, il n'y aura pas la guerre, que ça peut être ressenti comme une sorte de feu vert par Poutine. Donc, en fait, il ne faut jamais dire à l'avance ce que l'on fait parce que la dissuasion, c'est que l'autre en face s'interroge et ne sache pas ce que vous allez faire. C'est pas que vous soyez sûr de pouvoir l'atteindre, c'est que lui puisse avoir peur que vous puissiez l'atteindre. Et donc, aux menaces virtuelles venant des Russes, il aurait mieux fallu répondre par un silence. Ouais. Est-ce que Christine Dubin-Clément, c'est pas une forme de fragilité pour l'Ukraine qui a demandé une adhésion accélérée à l'OTAN, mais qui n'y est pas encore? Il faut peut-être rappeler ce qu'est le principe de la défense collective de l'OTAN. Est-ce que ça fonctionnerait en cas de frappe nucléaire, d'ailleurs? Alors, encore une fois, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, et on l'a tous dit ici, le nucléaire répond à des doctrines de l'État qui est dépositaire de cette puissance nucléaire. Donc, il est le seul à pouvoir, et c'est pour ça qu'on parle des intérêts vitaux, avec plus ou moins de flou, plus ou moins d'ambiguïté nécessaire, de la nation en question. Donc, c'est là où, quand on se dit, voilà, quels sont les intérêts vitaux, est-ce qu'on pourrait les étendre à des pays alliés s'il y a des dépendances ou pas, reste là, encore une fois, la décision présidentielle et de ce que l'on en ferait. Et il est heureux que cela ne soit pas transparent, encore une fois. Oui, l'ambiguïté, on a bien compris. Mais alors, sur la question de l'appartenance ou non à l'OTAN et l'utilisation de l'arme nucléaire au cas où? Eh bien, sur la question de l'appartenance ou non, avant déjà de dégainer le nucléaire, si je puis me permettre, il y aurait déjà la simple question de rentrer ou ne pas rentrer dans le conflit au niveau de l'OTAN par rapport à l'Ukraine. Et là, on a été quelque chose il y a eu plusieurs déclarations qui ont été extrêmement claires. Et les faits le montrent aujourd'hui, c'est-à-dire que non. Puisque si on avait voulu le faire en disant que l'OTAN rentrait dans la guerre suite à l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, c'est une guerre, même si la Russie appelle encore ça une opération spéciale avec tout ce que l'on veut, c'est une vraie guerre, donc on y serait déjà allé. Donc si on n'est pas parti sur une guerre cinétique classique traditionnelle. Ça veut dire quoi déjà une guerre cinétique? Une guerre militaire traditionnelle, si vous voulez, où vous allez avoir de l'armement lourd, vous allez avoir des hommes qui s'affrontent sans forcément aller dessus. Concrètement, on a compris l'idée, si jamais Poutine utilisait une arme même tactique nucléaire, il n'y aurait pas de riposte nucléaire, mais quelle pourrait être la riposte du coup, on enverrait du conventionnel? Biden a répondu. Ouais. Mais il a dit qu'il allait ratiboiser les 3/4 de la marine russe en mer Noire ou des unités entières, parce qu'en fait, avec des moyens conventionnels, c'est aussi destructeur que des moyens nucléaires. Le nucléaire, c'est une arme politique, donc c'est une espèce de tabou, une espèce de truc intouchable. Par contre, utiliser de l'armement conventionnel et destructeur, c'est autant destructeur qu'un armement nucléaire, sans aucun problème. L'escalade serait que les ennemis rentreraient en guerre. C'est sûr. Ce que ne font pas. Et donc, ça ferait une différence, parce que là, c'est l'escalade qu'on ne contrôle plus. Puisque du point de vue russe, le nucléaire les protège d'une attaque conventionnelle. Pourquoi les pays de l'OTAN qui sont plus armés que la Russie, qui sont plus puissants militairement que la Russie, n'attaquent pas la Russie? C'est parce qu'elle a l'arme nucléaire. Si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on l'attaquerait pas. Si la Yougoslavie a eu l'arme nucléaire en 99, il n'y aurait jamais eu la guerre du Kosovo. Et donc, s'il y avait une attaque massive, conventionnelle, même que conventionnelle, sur la Russie, la doctrine nucléaire russe, comme la doctrine de tous les pays qui ont l'arme nucléaire, c'est de dire, vous ne pouvez pas m'attaquer avec des armes conventionnelles parce que sinon je vous menace de vous raser, d'utiliser l'arme nucléaire. Donc là, on rentre dans une escalade qui peut aller aux extrêmes et qui peut devenir incontrôlable. Christine Dubin-Clément. Et peut-être pour renforcer le point que vous venez de lever, quand on regarde donc les derniers textes qui ont été signés par le président Poutine, justement quant à l'usage des forces nucléaires, donc en 2020, c'est assez récent, il parle même notamment d'une information fiable quant au lancement de missiles balistiques qui seraient sur le territoire russe. Donc on est dans cette approche-là de dire, voilà, vous m'attaquez avec des armes conventionnelles, mais de manière massive sur mon territoire, on en revient aux intérêts de la nation et à la sauvegarde. Père de Jong, en France, c'est le président seul qui décide? Comment ça se passe? Ah non, je veux dire, c'est lui qui a un sang de caprice, peut éventuellement appuyer sur le bouton, mais en fait, globalement, il est aidé par un environnement assez sérieux, un l'état-major des armées qui Bien sûr, mais la décision, c'est lui qui la prend. Alors ça, c'est le dogme intouchable, c'est lui qui va décider. Alors encore une fois, aidé par l'environnement, par ses collaborateurs, etc. Il y a une décision, j'imagine que c'est collégial à minima, et puis derrière, il y a la mise en œuvre là qui roule
roule et qui avance tout seul. C'est vrai que le chef de l'État, c'est lui qui décide d'appuyer sur le bouton. Alors évidemment, vous n'allez pas m'en dire beaucoup, mais il y en a plusieurs qui ont les codes en même temps. Je ne peux pas vous poser une question de curieux. Honnêtement, je vais vous répondre. D'abord, c'est le plus grand secret de la République, c'est le dernier qui existe. Donc je ne vais pas le trahir aujourd'hui, ce serait dommage, parce que là je me ferais couper en rondelles en sortant de votre studio, donc ça je ne vais pas le faire. Le deuxième truc, c'est beaucoup plus simple. Les créateurs de ça ont créé un système dans lequel le chef de l'État peut toujours décider du feu nucléaire quel qu'il soit. L'aide de camp, il ne sert qu'à un seul moment quand il est à l'étranger. Quand il est à l'étranger, les conditions de communication du chef de l'État avec son état-major doivent être performantes. Alors, c'est des satellites, etc., un environnement de transmission, de trucs cryptés, etc. Ça, c'est le rôle de l'aide de camp, c'est de créer un environnement autour du chef de l'État où il peut discuter, parce qu'il ne va pas le faire tout seul au fin fond de... Un jour, je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire avec Jacques Chirac, et il me dit, alors, mon colonel, si on fait le nucléaire maintenant... Monsieur le Président, on a besoin de 5 minutes, quoi, juste pour régler le problème, quoi. Donc ça ne va pas se régler comme ça, bien évidemment. Donc le vrai problème, c'est qu'il faut créer les conditions. Une fois qu'il y a ces conditions-là, il va discuter. À ce moment-là, il y a un problème de code. Le rôle de camp n'est que de vérifier que le chef de l'État est en état. C'est-à-dire que si le type, s'il a un pétard sur la tête, et moi aussi par la même occasion, parce que comme je suis pas bien loin, ça fonctionnera pas. Donc il y a un système qui était prévu, et un système fabuleux, et qui n'est pas technique. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de technique. Le but, c'est que c'est un système totalement humain, qui est tellement simple que je l'ai oublié à l'heure où je vous parle. C'est paradoxal, si vous voulez, le cerveau a nettoyé, c'est auto-nettoyé, et j'ai totalement oublié, alors je me rappelle du processus, mais j'ai tout oublié, c'est absolument incroyable. Et en fait, c'est un système extrêmement simple, qui fait que l'aide de camp ne fait que vérifier, si vous voulez, l'état dans lequel le chef de l'État a décidé. Maintenant, s'il a envie d'appuyer sur tous les boutons de la Terre, l'aide de camp ne peut pas interférer. C'est une décision totalement politique, et qui va prendre en termes collégial, discuter avec son chef d'état-major des armées, etc. Après, il y a tout un système de protection et de sécurisation de l'information, et qui va aller jusqu'au sous-marin nucléaire. Et dans le sous-marin, vous avez le commandant plus le second qui ont le même système, ils effectuent le même geste pour tirer des missiles. Alors, j'ai juste une autre question qui peut s'appliquer au cas de la France, mais aussi au cas de Moscou. Un président fou peut-il décider tout seul d'appuyer sur le bouton? Mais non, parce qu'il y a l'aide de camp qui n'est pas fou à côté. À moins que les deux soient commandés. Oui, mais l'aide de camp, il obéit quand même. Ah non, pas du tout. Justement, le rôle de l'aide de camp, c'est qu'il soit structuré suffisamment pour qu'il n'obéisse pas à l'ordre. Vous savez que dans nos lois, un officier n'exécute un ordre que lorsqu'il est légal. Et donc, si on considère qu'il est illégal, on ne l'exécute pas. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que le choix d'un aide de camp est un choix, je dirais, quasiment mystique. Et alors, quand on disait tout à l'heure, Poutine ne pourra pas prendre la décision tout seul d'utiliser l'arme nucléaire. Chaque pays a son système, si vous voulez. En France, l'aide de camp, il a une fonction, parce que le président voyage beaucoup, il a une fonction d'accompagnement. Après, quand il est en France, il a le PC Jupiter, il descend, il y a plein de gens, il est aidé. L'aide de camp n'a pas de fonction. Le rôle de l'aide de camp, c'est de vérifier que le chef de l'État est en fonction. Et puis que le président vous dise, bon, je suis bien, hein, vous êtes bien, on va appuyer ensemble sur le bouton. Vous voyez, on va faire un truc en collégial. Mais c'est vrai que le rôle de l'aide de camp, c'est quand même d'empêcher, surtout une menace extérieure. C'est possible. Vous êtes chez lui, il se passe des choses. Vous voyez, mais par exemple, j'étais au Mondial de l'Auto lundi quand le président de la République l'a visité, je crois, ou alors je me suis trompé, mais il y avait son aide de camp avec la sacoche. Alors c'est quoi le cas de figure? Il y aurait une attaque peut-être terroriste, il serait bloqué à l'intérieur, il faudrait qu'il puisse prendre une décision malgré tout. Il faut savoir que l'endroit où il y a un bureau qui a été prédéterminé, dans lequel vous avez des transmetteurs qui sont installés, dans lequel il peut téléphoner avec des moyens cryptés. Son système est toujours crypté. Mais par contre, l'aide de camp, à la limite, là, c'est de dire, Monsieur le Président, suivez-moi, on va dans la salle. Et la salle est à 40 mètres, on y va, et là, il peut communiquer dans un environnement qui est clair. Vous savez, le mythe de la sacoche, je ne vais pas le casser aujourd'hui, parce que c'est quand même un mythe formidable. Donc, mais à part un sandwich, une bouteille d'eau, et puis le carnet de chef de section, comme on dit, il n'y a pas grand-chose dedans. Il ne faut pas non plus trop jouer là-dessus. Le sac des galettes de... Est-ce qu'on peut, Pascal Boniface, répondre à la question que Mathieu posait sur la Russie? Oui, sur les contre-pouvoirs ou les à la fois le président, enfin Poutine, mais aussi son chef d'état-major et le ministre des Armées. Donc il serait trois à prendre, enfin le décisionnaire final, c'est bien sûr le président en France, comme aux États-Unis, comme en Russie, mais il y a une sorte pas de veto, mais de contrôle, que l'ordre est bien donné par quelqu'un qui a tous ses moyens. Et je pense que dans le cas, alors... Bon, bien sûr, on lance toujours quelqu'un qui pète les plombs ou qui est désespéré par le suicide dans le bunker, etc. Là, les autres diront, écoute, tu peux te suicider, mais tu ne suicides pas la Russie. Et donc, tu te suicides tout seul. On va maintenant parler des autres pays qui ont l'arme nucléaire. Je propose à Mathias Harris de nous rejoindre. Rebonsoir, Mathias. Alors, vous allez répondre à la question qui possède l'arme nucléaire aujourd'hui dans le monde? Ils sont peu nombreux aujourd'hui à pouvoir se prêter au jeu de la dissuasion, car l'arme ne circule pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a 3 catégories de pays qui l'ont.
Les États l'ayant et signataires du traité de non-prolifération des armes nucléaires, donc les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. 2, les États ayant reconnu la posséder, donc l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Puis enfin, le seul État ne reconnaissant pas officiellement la détenir, Israël. Et alors, qu'est-ce qu'on sait du nombre de missiles, l'état des stocks d'armes nucléaires? Eh bien, c'est très disparate. Sans rentrer dans le détail des différents moyens de lancement, on trouve loin devant la Russie avec environ 6000 armes. Les États-Unis sont juste derrière avec 5500 têtes nucléaires. En troisième position, on retrouve la Chine et ses 350 armes. Et puis la France et ses quelques 290 têtes nucléaires. Au total, tout pays confondu, il y a près de 13 000 têtes nucléaires opérationnelles dans le monde. Alors un chiffre toutefois à relativiser puisque depuis la fin de la guerre froide, les programmes de désarmement se multiplient. Pour vous donner un ordre d'idée, au milieu des années 80, il y avait plus de 70 000 armes nucléaires, dont 40 000 aux seules mains des soviétiques. Et parmi les programmes de désarmement, il y a également ce traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et oui, article 1, chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'armes nucléaires. Alors ce traité signé en 1996 prévoit donc l'arrêt de tout type d'essais nucléaires avec l'ambition d'avancer vers le désarmement. Aujourd'hui, 184 États l'ont signé pour seulement 168 qui l'ont ratifié. Alors parmi les puissances nucléaires ne l'ayant pas ratifié, on retrouve la Chine et les États-Unis. Ne l'ayant tout simplement pas signé l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. À noter que seule la Corée du Nord a procédé à des essais de ce type au XXIe siècle. Merci Mathias. 6000 armes pour la Russie, 5500 pour les États-Unis. Est-ce qu'on, Christine Houin-Clément, est-ce qu'on en est sûr? Puisque on a passé beaucoup de temps à dire c'est l'ambiguïté qui domine, il ne faut pas trop en dire sur sa puissance. Est-ce que ces chiffres sont vérifiables d'une certaine façon? Alors, en fait, quand on va parler de nucléaire, pour pouvoir avoir un système de dissuasion, ça suppose que vous soyez en capacité d'avoir une maintenance technologique de l'armement, quelles que soient les conditions, le contexte que vous allez avoir. Quant au nombre de têtes, eh bien, c'est toujours un petit peu un enjeu. On parlait par exemple des États qui ont reconnu du bout des lèvres avoir et de certains dont on ne sait pas. Là, évidemment, on peut avoir un flou qui va être assez important. Ce qu'il y a, une particularité néanmoins de la Russie, c'est d'avoir finalement des armes d'emport qui puissent à la fois porter de l'arme nucléaire et de l'arme non nucléaire. Et ça participe à justement cette ambiguïté quant à la stratégie et quant à l'usage. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un calibre ou un Iskander qui peuvent être chargés avec une frappe traditionnelle ou avec une tête nucléaire. Vous voulez intervenir? Oui. Sur les chiffres? Oui, mais les chiffres sont importants. Le problème, c'est que le nombre de têtes, en fait, il finit par être assez relatif, parce que c'est pas très grave. Parce qu'il y a 3 problèmes. Le vrai problème, c'est un défi technologique. Ce que vous nous avez dit avec 16 missiles. Par 10, ça fait 160 Hiroshima. Voilà, donc c'est plus très grave. Par contre, le vrai problème, c'est le défi technologique. Il y en a 3. Le premier, c'est la capacité de pénétration de votre missile. Il faut être sûr qu'il puisse pénétrer dans le dispositif adverse. Le deuxième, c'est l'endroit, c'est la discrétion des sous-marins nucléaires. C'est à quel moment on peut le tirer correctement pour pas être repéré, parce que l'acoustique, si vous voulez, le sous-marin est repérable, même s'il est fait pour qu'il soit pas repérable, mais comme il peut l'être, donc il y a un endroit où il peut tirer, qui est un dernier secret de la... Parce que pour le coup, c'est pas la mallette, c'est un vrai secret de la République. C'est à quel moment on peut tirer le sous-marin nucléaire, à quel moment il se met pour pouvoir tirer, deuxième point. Et puis le troisième point, c'est tout le système antimissile. On voit bien que les Russes ont déstabilisé le système avec un système de missiles à haute vélocité, à grande vélocité. Et comment arrêter un missile qui fait du 30 000 km/h? Donc c'est extrêmement difficile. Et donc le problème, c'est la pénétration du système. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie compétition, non pas en termes de nombre d'armes, mais en termes de capacité technologique, si vous voulez, de pénétrer, si vous voulez. Et c'est ça le problème de la dissuasion, c'est être sûr que le missile arrive là où on l'a tiré. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, allez-y. Juste d'où, en fait, l'intérêt des démonstrations que l'on va avoir. Alors, on parlait des essais nucléaires, mais aussi des démonstrations sur des armes supersoniques, parce qu'on est justement dans le prolongement de cette dissuasion quand on est sur de l'arme qui a une capacité de charge duale. Parce que vous démontrez que vous avez une arme qui va être très difficile à intercepter, donc votre capacité de pénétration a augmenté, et vous rappelez, mezzo voce, que vous pouvez la charger avec ce que vous voulez. Ce qui permet un petit peu de contourner la problématique de l'interdiction des essais. Alors, la problématique
quand on est dans une approche de dissuasion, entendons-nous, d'avoir ces essais qui soient effectivement de la démonstration de force et de la projection de puissance à utilité de dissuasion. En tout cas, dernier petit exemple en termes de chiffres, après on arrête. Non, mais c'est passionnant. Je prends les Russes avec le Sarmat, c'est comme une portée globalement de 18 000 km. Nous, le nôtre fait à peu près entre 9 et 10 000 km. Donc si vous voulez, ils ont une double portée que nous. Ce qui veut dire que nous, on est obligé de tirer dans une direction. Par contre, eux, ils peuvent faire le tour de la Terre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc si vous voulez, la capacité, la haute vélocité plus de la portée, ça donne une allonge incroyable. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on pourrait considérer, je dis bien on pourrait, parce que j'ai pas été vérifié, que les Russes ont un véritable avantage technologique et que s'ils doivent tirer un missile nucléaire, c'est maintenant, puisqu'aujourd'hui les Américains, et pour le moment nous, on travaille comme des brutes pour atteindre ce niveau-là. Et donc en fait, il y a une espèce de compétition en termes de technologie et non pas en termes de nombre d'armes. Et donc d'où justement les annonces sur les super armes du président Poutine, notamment en 2018, où alors on a utilisé aussi toute une nomenclature qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que votre côté choc et effroi, vous le jouez aussi par les mots et par le nom de l'armement. Et pour revenir donc sur le Sarmat ou le Satan 2, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, parfois c'est de la technologie assez ancienne, qui date des années 60 et qui a été upgradée, donc on a amélioré, mais finalement qui n'est pas aussi nouvelle que ce que l'on amène aussi. C'est-à-dire que là aussi, on a tout un jeu sur la projection de puissance, la capacité technologique et la dissuasion, qui est intéressante en termes de capacité de nouvelles production. Allez, il nous reste 7 minutes à peu près dans ce débat. Je voudrais quand même qu'on parle de la Corée du Nord. On l'a évoqué dans la chronique de Mathias Aérez à l'instant. Écoutez, son président Kim Jong-un, il considère que le statut d'État nucléaire de son pays est irréversible. En inscrivant la politique de la force nucléaire dans la loi, le statut de notre pays comme État doté de l'arme nucléaire est devenu irréversible. Maintenant, pour changer notre politique nucléaire, le monde doit changer et le contexte militaire et politique sur la péninsule coréenne doit évoluer. Il est totalement hors de question pour nous de renoncer à l'arme nucléaire et il ne saurait y avoir de dénucléarisation ou de négociation. Pascal Boniface, double question. D'abord, est-ce qu'on est sûr que la Corée du Nord a effectivement l'arme nucléaire? Et puis ensuite, pourquoi? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en faisant référence au conflit dans les Balkans dans les années 90. C'est une sorte d'assurance pour dictateur, l'arme nucléaire? Oui, complètement. Je dirais, ça peut paraître une provocation, mais la Corée du Nord a la même raison d'avoir l'arme nucléaire que la France, c'est-à-dire ne pas être attaquée. Alors, c'est pas le même régime, c'est pas les mêmes raisons d'être attaqué. Et en fait, même lorsque Trump faisait des réunions avec Kim Jong-un, personne n'a jamais cru qu'on pourrait aller à la dénucléarisation. C'est son assurance vie. Et Kim Jong-un, il est très persuadé que si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, il serait encore en vie et au pouvoir. On ne veut pas dire que le modèle du régime nord-coréen soit un succès. Rien ne marche, l'économie. Et l'arme nucléaire n'est pas faite pour faire la guerre à la Corée du Sud, pas pour faire la guerre au Japon. Il faut que la Corée du Sud et le Japon aient peur que la Corée du Nord leur fasse la guerre pour ne pas être tentés de vouloir démocratiser de force la Corée du Nord et de ne pas faire... Finalement, le régime nord-coréen il était aussi horrible que celui de Saddam Hussein en 2003. Mais on a dit Saddam Hussein a l'arme nucléaire, il faut y aller. Il n'avait pas l'arme nucléaire, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Et par contre, la Corée du Nord avait l'arme nucléaire, ils insultaient tous les jours les Américains. Et les Américains ont dit, bon, on va peut-être voir un peu une solution diplomatique avec la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord ne dénucléarisera jamais parce que c'est la seule condition du survie du régime. Et ce régime est tout à fait rationnel. Ils ont réussi quand même un exploit à créer un communisme héréditaire depuis 3 générations, ce qui est quand même, de leur point de vue, une réussite, pas du point de vue de la population, mais de leur point de vue, une réussite. Et l'arme nucléaire, c'est leur assurance vie absolue, parce que personne aux États-Unis n'ira dire « Ah tiens, il y a une dictature, ça serait bien d'aller démocratiser cette dictature », comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Colonel de Jong, je repose, vous y avez en partie répondu, mais sur qu'est-ce qu'on sait de l'arme nucléaire nord-coréenne, de sa fiabilité, parce que voilà, c'est un pays effectivement dont l'économie est très affaiblie. Est-ce qu'on a des réponses à cette question? Oui, il faut demander aux Japonais, parce qu'en fait, on voit bien que les Nord-Coréens tirent un missile par semaine, quasiment un petit peu moins, enfin autour du Japon, en permanence. Ils testent, et donc aujourd'hui, on a tous les chiffres balistiques, de portée, de puissance, etc. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir la certitude qu'ils puissent atteindre le Japon. C'est craindre qu'ils puissent le faire. Et à partir du moment où il y a un doute, ceci étant, je pense qu'ils ont les moyens, mais à partir du moment où il y a un doute, eh bien, l'effet dissuasif existe. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Nord a une politique régionale. Donc en fait, on voit bien que les menaces, elles ne sont pas directement sur les Américains. Le but, c'est le Japon, c'est la 7e flotte, c'est Taïwan, etc. On est sur
leur modèle régional. Et ça, c'est la force d'une puissance régionale, c'est d'avoir une stratégie régionale. Deuxième point, c'est que le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. C'est qu'en fait, la dissuasion, ça fonctionne, puisque en Europe, ça a fonctionné. Donc il applique un modèle que nous, on applique depuis 1945, qui est que j'ai le nucléaire, et donc le général de Gaulle n'a pas réfléchi différemment. Il est rentré dans la course des grands avec le nucléaire. On dit à partir de maintenant, la seule différence, c'est que nous, on n'a pas tiré des missiles à gauche et à droite de l'Allemagne de toutes les 30 secondes. Ce que fait aujourd'hui la Corée du Nord à intervalles réguliers. Mais alors, est-ce que c'est une charge de risque plus importante? Écoutez ce qu'en dit le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, Christian Cambon. La course aux armes nucléaires, elle continue. On le voit bien avec l'Iran, on le voit bien avec un certain nombre d'autres pays. Et il faut être assez vigilant pour faire en sorte que le club des puissances nucléaires ne s'élargisse pas. Parce que tant qu'il Mais il y a un risque pour vous, aujourd'hui, avec ce qui se passe. Il y a évidemment un risque. Et bien évidemment, il faut le surveiller, parce que si l'arme nucléaire est dans la main de pays voyous, là, de graves drames risquent de nous toucher, bien évidemment. Christine Dugouin-Clément, est-ce que c'est le fait que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire ou que l'Iran cherche à la posséder, est-ce que ça change l'analyse du risque nucléaire ou pas, d'ailleurs? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, et c'est ce que l'on disait, c'est que pour beaucoup de pays, c'est d'arriver à avoir une assurance vie et une capacité de se défendre eux-mêmes. Certains se rappelleront que l'Ukraine avait dénucléarisé contre une assurance... Oui, 1994, c'est ça. Contre une assurance de pouvoir être protégé en cas d'attaque, et que certains montrent du doigt que peut-être tout n'a pas été respecté comme ça aurait dû l'être. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation de manière générale des conflictualités, des tensions, et que... alors, on parle souvent d'une nécessité d'un contexte de confiance pour arriver à un désarmement, serait-il partiel. Bon, là, le contexte de confiance au niveau mondial, pense qu'on peut dire qu'il est quand même assez mal en point, en enfonçant un petit peu une porte ouverte et en faisant la palissade du soir, ce qui fait que, évidemment, vous aurez des appétences pour des pays d'avoir des systèmes d'armes qui puissent leur proposer et les prémunir de ce type d'attaque. Ce qui peut être aussi intéressant, et c'est là où la Russie... en termes de dialectique, est intéressante quand elle nous explique que peut-être elle pourrait utiliser donc de la frame tactique, donc un petit peu de premier appel, et qui aurait une visée de désescalade dans un conflit dans l'aire géographique proche. Là, ça repose la question pour d'autres puissances nucléaires si jamais cette frontière-là était posée. Je vais terminer, il nous reste 1 minute, Pascal Boniface, avec vous, et une question peut-être un peu provocatrice. Est-ce que le monde serait forcément plus sûr sans armes nucléaires ? Alors pour les pays qui l'ont, c'est la certitude de ne pas être en guerre, mais ils ne veulent pas que d'autres pays l'aient. Donc c'est le paradoxe, le nucléaire n'est utile que pour ceux qui l'ont. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Elle était lourde la sacoche, la valise? Non, parce qu'il y avait des bouteilles. Il n'y avait rien dedans. Ça dépendant du poids de la bouteille d'eau, c'est ça? Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Pascal Boniface, je rappelle le titre de cette bande dessinée avec le dessinateur Tommy, Géostratégique, la géopolitique mondiale de 1945 à nos jours. C'est aux éditions d'Uno Graphique. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, 18h et 22h, les 2 diffusions de Sens Public. Et puis l'invité de la matinale, c'est Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, face à Oriane Mancini demain matin, 8h. Belle soirée.